Oui, tout le monde, rebonjour. On a une édition très importante et très spéciale aujourd'hui. On va aborder un sujet qui est lourd, mais qu'il faut quand même mettre en lumière. On va parler de suicide aujourd'hui avec Dr. Amélie Fournier. Bonjour Amélie. Bonjour, Ça va bonjour bien Charles. aujourd'hui? Oui, merci. Good. Merci de Fait que l'invitation. ben, ça fait plaisir, puis merci de prendre du temps pour venir parler de ce sujet-là. Tu sais, on est en plein milieu de la semaine de la prévention du suicide, justement. Tu sais, on le voit dans les médias, on en parle beaucoup. Il y a une charte de recherche qui a été lancée conjointement entre l'UQTR et l'École nationale de police du Québec pour aborder un petit peu la santé mentale. On s'entend que le suicide, c'est un peu la conséquence ultime de la santé mentale. Et je pense que c'est un bon moment de parler avec une docteure de ce sujet-là. Il y a plein de phases qu'on va explorer aujourd'hui qui touchent le suicide. Fait qu'on va pouvoir aborder tout ça ensemble. J'aimerais qu'on décolle un petit peu. Peut-être pour les gens qui nous écoutent ou qui visionnent ça, ton background un petit peu par rapport à qu'est-ce que tu traites dans la vie par rapport à la santé mentale en sécurité publique. Oui, ben en fait, premièrement, moi je suis psychologue de formation, donc psychologue depuis 15 ans, 15 années d'expérience, et psychologue principal pour le PSPNet, qui est un service de psychothérapie spécialisé pour le personnel de la sécurité publique. Et effectivement, quand on m'a approché, je voyais moi-même qu'il y avait des manques à ce niveau-là. Et je suis tout à fait reconnaissante de voir que maintenant on peut offrir à la population personnelle de la sécurité publique, dont les policiers, un service qui soit spécialisé pour eux. Donc, mon parcours est beaucoup plus clinique, m'assurer d'une santé mentale optimale chez le personnel de la sécurité publique des différents secteurs. Bon, fait qu'on, là, on est bien outillé pour aborder ce sujet-là. Je pense un premier morceau qui est important, si on prend la thématique justement de la semaine de la prévention du suicide, qui est oser en parler. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là avec des collègues en général? Tu sais, sachant que c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est lourd de conséquences. Comment on peut s'y prendre pour enlever le tabou autour de ça un peu? Ben, en fait, souvent, quand on est un collègue, hein, on s'en rend pas compte, mais on est une bonne personne pour voir les changements, reconnaître les différences ou ce qui peut survenir dans la vie de notre collègue. Premièrement, c'est à ne pas sous-estimer. C'est de l'information que les gens autour de la personne n'ont pas nécessairement accès. La famille va avoir accès à un autre type d'information, mais le collègue aussi a accès à une information qui est comme un peu privilégiée. Donc, premièrement, en tant que collègue, faut être, je dis faux, là, j'aime pas le mot faux, mais c'est important de reconnaître ses limites, donc de pas avoir l'impression qu'on veut jouer un rôle de professionnel quand on n'est pas outillé pour le faire et qu'on n'a pas le background, la formation. Mais malgré le fait qu'on n'est pas un professionnel, comme je disais, vu qu'on a accès à de l'information privilégiée, on peut quand même apporter un support et une aide qui est inestimable. Donc, souvent, cette aide-là peut prendre la forme de être disposé, rappeler à son collègue qu'on est là pour l'écouter, parler de différents aspects s'il y a besoin d'en parler avec nous. Euh, et quand le collègue s'ouvre, parfois, ça ne sera pas nécessairement là, des discussions là, d'une heure de profondeur. Ça peut être, oups, c'est s'ouvre pendant quelques minutes. C'est pour ça que c'est important d'être disposé et de prendre ce moment-là pour peut-être le poser des questions un peu plus de fond ou de se mettre dans un état de disponibilité. Donc, ça n'a pas besoin d'être un état de disponibilité qui dure pendant des heures. Comme je disais, parfois, ça va être 5 minutes, 10 minutes, parfois, ça va être des discussions qui sont un peu plus longues. Mais l'important, c'est d'être en posture de recevoir ce que son collègue, ce que notre collègue nous dit. Donc, de valider ses émotions. Ça se peut que nous, on vivrait l'expérience d'une façon tout à fait différente, que c'est pas le même type d'émotion qu'on ressentirait, mais on n'est pas là pour imposer ce que serait notre expérience, mais recevoir l'expérience de l'autre sans la juger et en demeurant empathique.
Souvent, ce qu'on se fait dire de la part des gens en tant que psychologue, mais aussi en tant que collègue qui va supporter, sentinelle ou parent aidant, c'est que la personne qui va s'ouvrir a besoin de se sentir en confiance de s'ouvrir. Donc, mettez-vous pas la pression d'avoir des solutions ou de régler la situation. Souvent, c'est pas ce qui est le plus aidant. Ce qui est aidant, en fait, souvent, c'est l'ouverture qui est créée et la disponibilité d'être là pour l'autre. Et vous pouvez lui demander directement, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que quelque chose qui te supporterait, qui t'aiderait ou de quelle façon tu as besoin que je t'accompagne? Et laissez-les venir à vous et leur dire qu'est-ce que eux leur ferait du bien. Donc, on peut avoir des idées parfois de ce qui pourrait être aidant, mais c'est pas tout à fait la réalité de l'autre personne. Donc, on les laisse nommer de quelle façon on peut être aidant pour eux et on peut aussi se permettre, si on est vraiment inquiet, d'aborder le suicide. Mais ça, je pourrais en parler là, un petit peu plus longuement, là, plus loin là, dans le podcast. Le contact physique, c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans le contact physique, mais on peut poser la main sur une épaule, faire une accolade, prendre la main. Souvent, ça a un effet automatique de réconforter et de grounder aussi la personne là, dans le moment présent, de la ramener dans le moment présent. On a une vie qui va vite, à vitesse grand V. On a des obligations professionnelles, familiales, personnelles, professionnelles, je l'ai dit, etc. Donc, souvent, il faut aussi nous-mêmes se rappeler que, OK, comment je peux être disponible à l'autre et lui envoyer le message que je suis disposée en ce moment pour l'écouter. Une façon de le faire, c'est de lui rappeler. En même temps que vous lui rappelez, vous vous rappelez à vous-même aussi que vous pouvez là, écouter ou être disponible à l'autre. Et ça demande parfois peut-être d'arrêter une tâche pendant 5 minutes. C'est sûr, si on est sur un appel d'urgence, c'est pas le moment de se rendre disponible, mais parfois, on se crée des urgences qui ne sont pas si urgentes et de prendre 5 minutes peut être aussi efficace pour par la suite là, continuer à effectuer ses tâches. Donc, ça fait peur d'aider. Par contre, souvent, l'aide qu'on apporte est beaucoup plus bénéfique que ce qu'on pense. Les gens n'ont pas tous besoin là, d'avoir un psychologue à côté d'eux à chaque moment de la journée. Le collègue, dans le fond, peut continuer à s'informer sur qu'est-ce que l'écoute active, empathique sur les enjeux de santé mentale, sans faire des cours ou accéder là, à une certification d'un professionnel de la santé mentale, peut quand même maintenir sa curiosité et s'informer davantage. Un peu comme le font les organisations ces dernières années, il y a une grande ouverture, un intérêt à instaurer, amener des changements culturels. Donc, la même chose en tant que collègue, là, on peut être proactif dans ce sens-là. Et ça, c'est super bon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Je vais juste te ramener un petit point que tu as nommé un petit peu plus tôt que je trouvais vraiment intéressant. C'était recevoir puis être prêt à recevoir. Fait que, disons, moi, ma santé mentale, elle va bien, santé physique, mentale, tout va bien. Disons, moi, je suis un 80 sur 100, un 100%, tout va. Fait que je suis prêt à recevoir. Au même titre, l'exemple qu'ils font dans les avions, je mets mon masque à oxygène sur moi en premier avant de le mettre sur les autres pour être capable d'aider les autres. Bon, moi, je suis prêt à recevoir, je suis prêt à aider. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire ou ce à quoi être attentif, que j'ai les antennes allumées pour être capable de discerner des signaux fins des fois ou des trucs plus évidents quand je suis prêt à recevoir? Et ça, c'est comme le premier point que j'aborderais. Oui, bonne question. En fait, c'est sensiblement les mêmes aspects qu'on va voir chez les gens en général, chez nous-mêmes, quand on va moins bien. Donc, si on se rend compte que oups, la personne se retire un petit peu plus, est moins présente dans des événements sociaux ou des événements de groupe ou cherche à prendre son lunch tout seul ou à se mêle de moins en moins à l'équipe, ça peut être un des premiers signes. Comme je disais, là, je vous dis une liste, mais d'une personne à l'autre, les symptômes ou les signes vont être différents. Et comme collègue, vous connaissez la personne depuis un certain temps, donc c'est surtout si vous voyez un changement dans le comportement de la personne, ça devient un indicateur qui est encore plus significatif. Donc, une personne qui va avoir des commentaires
commentaires qui sont de plus en plus pessimistes, pas beaucoup là, de marques d'espoir ou de joie, je dirais, dans ces commentaires, une humeur qui est plus négative. Si les plaintes de douleurs physiques, on peut avoir des douleurs physiques ponctuelles suite à un événement, un accident particulier, mais si c'est récurrent, régulier, répétitif et que c'est pas associé à un accident ou à une blessure particulière, ça peut être un autre indicateur. Bien évidemment, les problèmes de concentration, de réflexion, quand on va moins bien, on va faire plus d'oubli, on va avoir moins de capacité à se concentrer ou à être pleinement attentif, une irritabilité accrue, quelqu'un qui devient plus colérique ou a la mèche courte ou souvent on va dire est plus soupe au lait, ça peut être un autre indicateur, une augmentation d'inquiétude, d'anxiété, va éviter des situations où vous allez la sentir un peu plus nerveuse alors que vous aviez fait ce même type de travail ou ce même type de tâche avec elle, mais vous semblez voir une différence dans sa façon de réagir. Les gens vont nous nommer, ça c'est peut-être, puis il y a des signes qui vont être plus évidents à remarquer chez les collègues, d'autres moins évidents, mais que la personne va reconnaître plus personnellement. Par exemple, quand on devient incapable de se détendre, de trouver sommeil, de s'endormir, les gens parfois peuvent le nommer. Ça peut arriver de façon ponctuelle, mais encore une fois, si ça se maintient dans le temps, que ça devient répétitif, c'est important de le prendre en considération. Une sensibilité accrue aux stimuli. Il y en a plusieurs, indifférence envers le travail, on se sent moins mobilisé, moins impliqué et moins motivé. Ou avoir une perception qui devient un petit peu plus une perception où est-ce qu'on se méfie un peu plus des autres. On part avec l'idée que l'autre a voulu avoir une stratégie pour me mettre à l'écart, une perception qui devient un petit peu plus paranoïaque. Ça peut être aussi un indicateur que la personne ne se sent pas en confiance et remet en doute ou en question sa valeur dans l'équipe ou ses capacités. Comportement anormal, inhabituel chez une même personne. Donc, je dirais que c'est les principaux et bien évidemment, on est en plein dans la semaine de la prévention du suicide. La personne commence à avoir des pensées suicidaires, des propos suicidaires, des idéations suicidaires. À ce moment-là, là, c'est important là, de la référer vers des services et de lui apporter un support, de l'accompagner là, et de ne pas banaliser ces propos-là. Ça m'amène justement au point. Bon, fait que là, on a une liste quand même assez complète de signaux forts et faits et fins auxquels être attentif. Mais là, disons, j'ai quelqu'un que soit j'ai vraiment un sentiment que ça va pas, ou j'ai eu une information claire, nette et précise, même un COC, je pense que ça s'appelle, là, le comment, où, quand, je pense que c'est ça, le COC. Oui, en Bon. fait, même en dehors du COC, si par exemple, la personne me dit, ah ben moi, je pense que je serais mieux morte. Ouais. Même si le COC n'est pas présent, le COC, c'est les 3 questions quand on a une réponse, c'est les 3 questions à poser, mais le fait d'avoir un commentaire, c'est important d'aller chercher ces 3 questions-là, ces 3 informations-là par les 3 questions pour aborder plus en profondeur là, ce risque-là. OK. Puis c'est que là, mettons, moi j'arrive, j'ai capté ça. Je sais quoi mes étapes subséquentes. A eu un propos suicidaire ou une idéation suicidaire. Donc, comme vous venez de dire, le COC, c'est une bonne façon de s'en rappeler. C'est les 3 questions à poser directement à la personne. Donc, c'est important d'y aller vraiment de façon directe, de ne pas hésiter à le faire et de lui poser donc la question est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Si tu as pensé au suicide, est-ce qu'il y a une façon, comment tu as pensé le faire? Est-ce qu'il y a un moment que tu as pensé le faire et un endroit particulier? Donc, c'est certain que plus la personne a des réponses qui sont claires et répond de façon claire à ces questions-là,
plus son idée est précise et plus grand est le risque. Et moins les réponses sont claires, plus le risque diminue, mais ça demeure quand même important de la diriger vers des services pour que le risque, les idéations suicidaires, c'est quelque chose qui peut augmenter, hein. C'est un continuum, un processus. Donc, s'il y a la présence de quelques idées et qu'il n'y a pas d'actions qui sont mises en place, ça peut s'accentuer et devenir par la suite là, un risque élevé et amener un passage à l'acte à ce moment-là. OK. Donc là, on s'entend que la relation entre collègues, c'est pas, disons, la même qu'au sein d'une famille. Il y a une distance un petit peu plus. Comment est-ce que moi, comme collègue, j'interviens tout en respectant, on va dire, ma limite de collègue. Là, je contacte-tu le conjoint de la personne, j'en parle dessus à mes collègues, j'en parle dessus à mon supérieur. C'est quoi mes ressources un petit peu? Parce que, disons, là, je confronte la personne, me nomme un cas qui est évident. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que je fais pour la valoriser puis dire oui, t'es importante pour moi, mais au-delà de ça, là, là, on a un dossier qui est chaud. Comment est-ce qu'on agit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Si c'est une situation d'urgence, qu'on est inquiet, que le cas qui est très précis, à ce moment-là, c'est de le référer vers des services d'urgence et la ligne téléphonique là, de la prévention du suicide. Et on peut soi-même aussi contacter et eux vont guider sur les prochaines étapes à faire pour aider le collègue. Par contre, si les idées sont un peu moins claires, que ça semble des flashs suicidaires pas très cristallisés dans le discours de la personne, qui sont pas très fréquents, mais qui apparaissent à des périodes ponctuelles ou aléatoires. À ce moment-là, on peut lui rappeler que c'est important de prendre soin de sa santé mentale, que c'est important d'aller chercher de l'aide, lui rappeler les services qui s'offrent à elle, dont le PSP-Net qui est disponible, un service auquel la personne peut avoir gratuitement, directement en ligne. Il y a d'autres services aussi qui vont exister et c'est de voir les programmes d'aide aux employés, par exemple, de voir avec la personne avec quel service elle serait à l'aise et de lui donner, de faciliter son accès à ces services-là. On peut pas faire la demande à la place de la personne, mais on peut faciliter ses accès en lui remettant les coordonnées, en allant avec elle, par exemple, le PSP-Net sur Internet, chercher le site et la guider ou l'accompagner, la soutenir pendant l'inscription ou la création de son compte. Mais s'il y a une urgence imminente, c'est vraiment d'appeler la ligne de prévention suicide, qui est la ligne provinciale là, de prévention du suicide, qui est disponible 24 heures sur 24 et eux pourront vous accompagner dans l'accompagnement. Mais de ne pas rester seul avec ça et de ne pas garder le secret, même si le collègue dit parle-en pas à personne, de ne pas en parler, c'est pas nécessairement ce qui va être le plus aidant et par la suite, ça peut être même lourd de conséquences et de culpabilité là, d'avoir gardé ça pour soi. Non, c'est clair. Ça, définitivement, il faut agir. Fait que là, disons, on continue dans notre exemple hypothétique. Oui, On a un puis client. j'ajoute, Oui, 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 puis vas-y. j'ajouterais aussi, j'ai oublié de préciser que ayez surtout pas peur d'en parler parce que plus on en parle, plus on se rend compte que finalement, il y en a beaucoup plus qui ont eu des idéations suicidaires dans leur vie. C'est pas tout le monde qui a passé à l'acte et que quand ils en ont parlé, souvent ça a été le premier pas pour que les idéations suicidaires diminuent. Donc, d'en parler, ça n'a pas un effet d'entraînement ou domino qui pourrait influencer la personne à passer à l'acte. Au contraire. Ce qui va influencer ou qui peut avoir un effet domino, c'est plutôt quand il y a un passage à l'acte, un suicide qui est survenu et que les gens qui vivent déjà une détresse sont témoins de ça. On a vu dans certains cas qu'il y avait des effets d'entraînement. Mais c'est pas le fait de parler du suicide. Au contraire, quand on parle du suicide, on est proactif et on en parle avant d'en être rendu au point là, de passer à l'acte. OK. Fait qu'en gros, si on reprend un peu justement la thématique qui est oser en parler et être proactif, c'est un peu de désamorcer la situation. Ce qui devient un petit peu plus critique, c'est ça. C'est quand des gens passent à l'acte que là, on veut essayer comme de contrôler la vague que ça peut créer, si on veut. Exactement. Puis, on OK. est dans une période où est-ce qu'il y en a des services actuellement. Donc, on peut se permettre d'en parler davantage puisqu'on peut les référer à des services qui n'existaient pas nécessairement. Là, il y a 5 ans, des services spécialisés pour le personnel de la sécurité publique, c'était une denrée rare, presque inexistante.
Mais c'est pas justement que je pense ça se démocratise ou qu'il y a un petit peu moins de tabou là-dessus, parce qu'on s'entend souvent l'espèce d'archétype qu'on a là, des gens en sécurité publique, c'est des gens fiers, des gens forts, puis ils n'ont pas de faiblesse jusqu'à ce qu'ils ça se tape de même. Fait que c'est bien qu'on fasse place un petit peu à ça. Si on continue avec notre exemple hypothétique. Fait que là, on a détecté une personne qui était critique, on a réussi à la rediriger vers des ressources, puis elle a entrepris un cheminement pour se rebâtir. C'est quoi le rôle qu'on pourrait suivre une fois qu'on a réussi à raccrocher notre personne, si on veut, à la diriger vers un service, un accompagnement, quoi que ce soit, là, le temps qu'elle se rebâtisse, qu'est-ce qu'on peut faire comme collègue, comme sentinelle, justement, Ben, dans ce parcours-là? c'est toujours les mêmes critères de demeurer ouvert, favoriser l'échange, le discours, se rendre disponible, avoir une ouverture, une écoute active. Tout ça, ça a l'air simple, mais c'est vraiment des principes de base, un peu l'exemple qui me vient en tête. Bon, mais on va planter une graine au printemps pour faire pousser une plante. Bon, ben, il faut vraiment avoir tous les éléments de base bien présents, assez d'eau, assez de soleil, une terre qui est assez une bonne terre qui va permettre la croissance. Donc, c'est la même chose. Si on instaure ce type de culture-là et que les collègues sont de plus en plus vigilants et alertes à ça, ça va amener les gens à moins souffrir en silence. C'est sûr qu'après, on n'a pas on peut jamais forcer une personne à aller chercher une aide ou à aller avoir accès à une ressource. Et c'est pour ça que je dis, on peut pas faire cette démarche-là à la place du collègue. Ça demande la responsabilité du collègue. Par contre, souvent, on sous-estime l'impact qu'on a eu autour de nous parce que même chose pour moi en tant que psychologue, je peux parler, faire des présentations, suggérer, mais à chaque fois, ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont utiliser le service ou vont aller chercher une aide, mais il y a quand même une semence qui est faite, une graine qui est plantée et il y a un processus qui s'instaure et au moment qui semble le plus opportun, qui convient davantage à la personne va se tourner vers les services ou du moins va connaître l'existence de ces services-là, va connaître aussi l'existence du collègue, va se rappeler que le collègue a été disponible, qu'il y a une ouverture, qu'il y a une capacité d'écoute, qu'il juge pas, qu'il n'arrive pas avec des solutions toutes faites. Donc, aura pas tendance à attendre trop longtemps avant de reparler à ce collègue-là. Il y a une confiance qui va s'établir, une relation de confiance qui va s'établir et qui va favoriser le dialogue au fur et à mesure. Ce qui amène des idéations suicidaires, souvent, c'est beaucoup d'accumulation, d'accumulation, une certaine crainte de parler de ce qu'on ressent et qui par la suite s'accentue, s'accumule et se transforme en idéation suicidaire ou en détresse, en désespoir. OK. Ça m'amenait aussi, parce que là, on a abordé l'individu, on a parlé culture aussi un petit peu plus tôt au niveau des organisations. Qu'est-ce que les organisations pourraient faire davantage pour, on parle souvent de santé mentale, mais si on se concentre un petit peu plus autour de prévention du suicide, c'est un sujet assez niche. Est-ce que davantage que des ressources humaines peuvent faire au sein d'une organisation ou juste dans la culture en général, c'est peut-être 2, 3 choses qu'on pourrait à chaque semaine, à chaque mois faire pour que les gens soient plus alertes, que ce muscle-là soit plus entraîné? Oui, ben d'abord, moi, je veux vraiment remercier les organisations puisque ces dernières années, je vois qu'il y a vraiment eu un changement organisationnel, puis une priorisation qui a été faite pour favoriser la santé mentale de leurs employés, de leur personnel. Et ça, c'est tout à leur honneur parce que souvent, les gens vont entendre parler des services via leur organisation. En tout cas, pour nous, au PSPNet, souvent, c'est 60% de notre clientèle en ont entendu parler par l'organisation. Donc, déjà, je suis très reconnaissante à ce niveau-là. C'est certain que c'est pas parce qu'on a parlé une fois qu'il faut pas en reparler. Et c'est important de pas prendre pour acquis que parce qu'on l'a fait une fois, qu'on a fait une vague ou une campagne de sensibilisation, que la case est cochée puis que c'est réglé là, pour les années à venir. Parce que c'est un sujet, comment je dirais ça? En tant qu'humain, là, c'est rare qu'on vit
c'est pas une ligne droite. On va vivre des situations qui nous amènent à vivre des hauts et des bas, que ce soit au niveau professionnel, personnel, etc. Et ça, c'est les réalités pour tout humain. Donc, quand l'organisation est proactive et rappelle de façon régulière les services qui s'offrent aux policiers, par exemple, ou leur rappelle de l'importance de prendre soin de leur santé mentale, de pas hésiter à aller chercher de l'aide si en ont besoin, ça rappelle aussi à la personne de ça lui rappelle de prendre un temps d'arrêt, premièrement, de s'observer, de voir si tout va bien, et ça lui rappelle aussi que ces services-là existent. Donc, les organisations, en faisant circuler l'information aussi, aident beaucoup les gens à avoir accès aux ressources de façon plus rapide et plus facilement, sans qu'il y ait besoin de faire une recherche. Quand on est dans un état dépressif, d'anxiété ou de trouble de stress post-traumatique, on n'est pas dans un état vraiment de chercher qu'est-ce qui s'offre à nous. Donc, souvent, c'est très apprécié là, par les employés quand l'organisation prend cette initiative-là, que ce soit, quand je dis organisation, moi, j'inclus autant les associations, les syndicats que la direction. Tous ces gens-là ont un rôle important à jouer. Certains vont avoir plus confiance si l'information vient du syndicat, d'autres vont avoir plus confiance si ça vient de la direction. Donc, et en ce moment, je suis reconnaissante parce que toutes ces instances-là collaborent de façon sont très collaboratives ensemble et vont dans la même direction. Oui, justement, c'est ce qu'on parlait il n'y a pas longtemps, c'est au niveau de l'agendage spécifiquement à PSPNet. Je pense que ce que tu viens de nommer, que vous, c'est essentiellement que du référencement des différentes organisations, puis que vous êtes encore capable de prendre du volume. Il y a davantage de promotions qu'on peut faire en tant que nous, association pour nos directeurs de police du Première Nation Inuit du Québec, ou peu importe les autres instances de sécurité publique, là, que ce soit pompiers, agents correctionnels, tout ça, il y a davantage de promotions qui peuvent être faites pour sensibiliser les gens à aller vers des ressources. Oui, parce que souvent, cette confiance-là se construit à partir de ce que vous faites comme promotion. Les gens, le PSPNet, on va être honnête, quand on entend ces lettres-là pour la première fois, on ne sait pas à quoi ça réfère, puis c'est pas un acronyme qui va instaurer automatiquement une confiance. Donc, c'est certain que là, nous, on va fêter en juillet nos 3 années d'existence, septembre officiellement, mais on avait commencé en juillet là, à desservir une clientèle. Donc, on entend beaucoup d'appréciation. Les gens connaissent davantage le PSPNet, c'est de moins en moins nouveau, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui connaissent pas l'existence du service. Et c'est sûr que en tant que psychologue, moi, mon idéal, c'est si un service qui existe, parlons-en, faisons en sorte que tout le monde le connaisse. Ça ne veut pas dire que c'est un service qui va répondre aux besoins de chacun et que tout le monde va y avoir accès nécessairement, mais ils vont pouvoir choisir en connaissance de cause. Donc, oui, ce référencement-là est important et notre priorité première, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de temps d'attente quand la personne fait une demande, parce que souvent, ce temps d'attente-là, elle le fait avant de faire une demande d'aide psychologique. C'est pas pour tout le monde, mais souvent, il y en a qui ont attendu plusieurs années, plusieurs mois. Donc, on veut s'assurer que quand il y a une demande qui est faite, il n'y a pas un autre temps d'attente qui s'ajoute, mais que la prise en charge se fasse là, au même moment qu'elle fait sa demande d'aide. C'est définitivement important. Je peux imaginer beaucoup de profils de personnes qui sont assis sur la clôture un petit peu, là, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis, comme on dit, c'est le temps d'attente. Fait que c'est pas en plus le temps de rajouter des semaines ou des mois après ça. Fait que, bravo, c'est une belle proposition de valeur. C'est vraiment bon. Ça m'amène aussi ensuite, là, on a pas mal fait le cycle, si on veut, du collègue qui va bien, qui accompagne quelqu'un. Mais là, si c'est moi, le collègue, qui commence à glisser. On parlait tantôt là, dans la culture que les organisations peuvent proposer, de regarder, disons, bon, à chaque semaine ou à un intervalle de temps donné, c'est quoi 3, 5 choses que je devrais poser mon regard dessus, m'assurer ce que je suis en train de glisser en ce moment. Oui, ben cette question-là est importante, puis elle est importante pour tout le monde, peu importe le secteur ou quelle profession on fait, mais pour le PSP aussi, c'est vraiment de se regarder, et je dirais, c'est pas tant 5 éléments spécifiques, mais de regarder en fait là, les 4 sphères, les 5 sphères en général. Donc, de faire un peu un bilan
l'idéal, là, ce serait à chaque jour, mais hebdomadaire, mais plus on le fait de façon régulière, plus on devient habitué de le faire et plus on a une évaluation personnelle de comment va notre état de santé mentale. Et même si parfois on est les moins bons pour prendre soin de soi, je dis on le généralise, souvent aussi on est les mieux placés pour savoir si on va bien ou si il y a des personnes là, qui peuvent savoir mieux que nous si on est dans une bonne période ou une moins bonne période. Donc, vraiment de faire une évaluation assez générale de, bon, mais comment va mon état émotionnel? Est-ce que si je fais la balance, est-ce que c'est quand même bien équilibré? En tant qu'humain, là, ça serait utopique de penser qu'on est toujours heureux, dans la joie, dans l'allégresse et souvent il y a une balance, il va y avoir des éléments, des émotions plus désagréables et agréables là, qui vont se chevaucher. Par contre, si la majeure de mes émotions au quotidien ou hebdomadaire sont désagréables, ça peut être un indicateur que oups, je suis en train de glisser ou il y a un ajustement qui se doit d'être fait. Au niveau comportemental, la même chose. Si je vois un changement, moi, je suis du type social qui a toujours été intéressé, tu sais, lorsqu'on m'invitait à faire une activité, je suis toujours la première ou le premier partant, mais que là, finalement, je suis plus intéressée à regarder mes séries Netflix en solo, mais que ça fait pas partie de mon tempérament habituellement, ça devient aussi un autre changement qui est à tenir compte au niveau comportemental, une perte dans l'intérêt dans certaines activités ou une augmentation peut-être de consommation d'alcool ou de drogue. Donc, à tenir compte. Au niveau cognitif, bon, ben, est-ce que j'ai plus de difficultés à effectuer mes tâches? Est-ce que je fais beaucoup d'oublis? Une attention qui est moins présente? Des troubles de mémoire, comme je viens de dire, là, au niveau de l'oubli, ou difficultés même à terminer ou à raisonner une tâche là, que j'ai à faire. Physique, ben, des mots physiques aussi peuvent être un indicateur. Si ben là, j'ai plus de maux de tête réguliers, des maux de ventre, une fatigue intense, là, je passerai ma journée à vouloir dormir. Même le cœur qui débat, un changement au niveau de l'appétit, un manque d'appétit, ça peut être un autre indicateur. Puis, sensoriel, parfois, il y en a qui vont avoir, là, on voit souvent dans l'épuisement un bourdonnement qui peut apparaître là, au niveau auditif, un sentiment de perte d'équilibre ou aussi là, au niveau visuel, avoir des changements perceptifs au niveau visuel. Ça peut être aussi un autre indicateur personnel qu'on peut regarder ou évaluer là, de façon régulière. OK, ça, je vais définitivement faire une liste dans la description du podcast parce que je pense que c'est ultra important. Puis, je pense que c'est un muscle qui est pas nécessairement entraîné pour tout le monde, l'auto-observation comme ça. Parce qu'une fois qu'on a la liste d'épicerie comme ça, bon, ça va, c'est bien, mais de poser un regard qui est impartial, si on veut, sur soi, des fois, ça peut être difficile. Fait que je sais pas, y a-t-il un truc des fois pour quelqu'un qui est un peu plus, on va dire, ce muscle-là d'auto-observation, il est un peu moins bien entraîné. Comme là, on a la liste d'épicerie qui est là. Comment est-ce qu'on peut bien l'appliquer? Parce que je pense que c'est quand même assez primordial pour justement le mesurer à chaque jour, à chaque semaine. Je suis sur une montée, je suis neutre ou je suis sur une descente. Y a-t-il des trucs, justement? C'est intéressant parce que effectivement, c'est des habiletés qui se développent, des compétences qui se développent et c'est vraiment ce que le PSPNet fait développer, aide à développer cette vigilance-là personnelle et avoir un certain recul par rapport à nos comportements pensés automatiques. Donc, je dirais que le PSPNet est un bon service pour développer ce muscle-là, que ce soit avec l'accompagnement d'un professionnel, parce que les démarches peuvent se faire accompagner d'un psychologue ou autonome, sans accompagnement d'un professionnel. Sinon, il y a aussi à l'Institut canadien de recherche et traitement en sécurité publique, il y a un outil pour évaluer sa santé mentale qui est disponible en ligne, qu'on peut compléter à différents moments ou périodes de l'année et qui va nous indiquer, là, OK, je suis dans une zone que la santé mentale semble équilibré, mais s'il y a des enjeux et que la recherche d'une aide ou d'un support psychologique sera nécessaire,
l'évaluation ou le test va nous l'indiquer. Mais c'est certain que ça se fait avec le temps. Plus on y porte attention, plus on le développe, plus ce muscle-là, effectivement, là, se développe et ça devient un peu plus intégré dans notre quotidien. OK, mais justement, je trouve ça intéressant qu'on en parle et qu'on creuse un petit peu ce truc-là parce qu'on parlait de culture un petit peu tantôt au niveau des organisations, tout ça. Juste de promouvoir un petit peu cette espèce d'exercice-là. Comme tu disais, plus on le fait, plus automatique il devient. Puis plus on le fait, plus on en tire de bénéfices. Parce que là, on crée des données puis on est capable d'avoir un meilleur un benchmark, si on veut, de où est-ce qu'on se situe règle générale. Fait que là, est-ce qu'on oscille, tant mieux si on oscille vers le haut, ça c'est parfait. Mais si ça commence à glisser, c'est bon de le savoir aussi. Fait que là, disons, on continue sur notre exemple hypothétique. Là, on fait notre check-up à chaque période X. Là, on voit que ça commence à glisser. On est conscient qu'il y a les ressources. On a notre organisation nous met de l'avant les ressources. C'est quoi le gros obstacle, règle générale, que les gens vont rencontrer à passer à l'action de tendre la main, reconnaître qu'ils sont vulnérables et qu'il faut qu'ils agissent? C'est quoi l'obstacle qu'il faut contourner, règle générale? Oui, bien, on est encore en train de l'étudier. On se le demande encore parce que c'est bon. une réalité qu'il y a des obstacles encore en 2023 à demander une aide psychologique. Je pense qu'avec le PSP-Net, c'est ce qu'on a voulu, contrer des obstacles. Le PSP-Net est né de une meilleure connaissance des obstacles à demander une aide psychologique. Donc, on savait à ce moment-là on a découvert à ce moment-là que les obstacles, c'était au niveau de la confidentialité, peur d'être jugé, peur que ça se sache. Donc, on a créé un service dont l'accès se fait par le web sans avoir à passer par l'employeur ou sans être vu ni connu. Donc, pour les endroits, les communautés, les plus petits endroits, moi, j'ai de l'Est du Québec, une région qui est plus petite, et souvent, on finit tous par se connaître. Donc, ça peut amener un inconfort à consulter le psychologue de la place. Au niveau de la distance, facilité d'accès. Donc, ça, c'était les premiers obstacles qui avaient été soulevés. Le PSP-Net a été créé pour contrer ces obstacles-là. C'est sûr qu'il en demeure souvent, il va y avoir un obstacle personnel à se dire, bon, ben, c'est pas mal intentionnel. Parfois, c'est de dire, ah, ben, c'est le passage, puis ça va se régler. Moi, si j'avais une proposition à faire, j'aime pas dire conseil mais une proposition à faire, c'est d'amener les gens à ne pas attendre trop longtemps. On a été dans une culture où est-ce que les gens se rendent au bout du rouleau ou attendent vraiment d'avoir rencontré le mur avant de demander une aide psychologique. On voit certains changements, c'est de moins en moins tabou, donc les gens deviennent de plus en plus proactifs aussi à prendre soin d'eux-mêmes, au même titre que on le fait pour notre santé physique. Donc, on n'attend pas d'avoir des douleurs ou d'avoir des symptômes importants avant d'avoir un rendez-vous médical. Certains vont le faire, là. Mais souvent, il va y avoir des rendez-vous réguliers, d'évaluation pour s'assurer que tout fonctionne bien ou des tests sanguins pour s'assurer qu'on prenne la situation en charge à des moments opportuns et pas attendre que ça soit trop évolué dans la maladie, par exemple. Donc, au niveau de la santé mentale, c'est un peu ma proposition, c'est aussitôt qu'on voit un changement comportemental ou un changement chez soi qui nous amène à un inconfort, une insatisfaction ou un dysfonctionnement dans une sphère de notre vie, je dirais aux gens de ne pas attendre et d'aller vers des ressources, d'aller chercher une aide. Et plus on le fait rapidement, plus la récupération est rapide aussi. Ceci étant dit, si on est rendu plus loin, puis que les symptômes sont plus accentués ou que la problématique est s'est intensifiée, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard. Et encore, j'ai la même recommandation, c'est encore important d'aller demander une aide psychologique, mais on n'a pas besoin d'attendre ou d'être aussi dur envers soi-même ou sévère envers soi-même avant d'aller chercher un support psychologique. Ça m'amène pendant la réponse, je pensais justement, là, on parle, parce que ça, on parle souvent ça va être des cas limites, on va dire, tu sais, j'attends de me rendre au bout du rouleau pour aller chercher du support, mais on parlait tantôt le check-up qu'on peut faire à des intervalles donnés. C'est quoi les autres choses qu'on pourrait faire aussi, peut-être pour entretenir une meilleure santé mentale? Tu sais, est-ce qu'un accompagnement,
ponctuel peut être intéressant, même si on sent qu'on va bien. C'est comment est-ce qu'on gauge un petit peu de OK, je sens mon comportement oscille, je devrais aller consulter. Y a-t-il peut-être autre chose que je peux faire aussi pour entretenir la santé mentale? On parle souvent de mon activité physique, bien manger, etc., etc. Y a-t-il une couche de plus qu'on peut L'hygiène de faire? vie, effectivement, tu sais, est-ce que mon sommeil est récupérateur? Mais quand on va pas bien, souvent, l'hygiène de vie aussi va pas bien. Tu sais, c'est un cycle et c'est difficile de déterminer qu'est-ce qui influence, quel aspect influence, quelle sphère influence l'autre sphère. Donc, oui, d'aller chercher une aide, mais de se permettre de s'ouvrir autour de soi à des collègues, d'être soi-même initiateur euh, d'ouverture et de faire tomber les tabous. Donc, plus j'initie ces pas-là, plus je fais tomber les tabous, plus je me rends compte que, ben finalement, il y en a d'autres qui vivent la même réalité que moi. J'étais pas si seule que ça et ça a un impact direct sur le sentiment de culpabilité, de honte ou la peur d'être jugé. On se rend compte que finalement, le pire juge, c'est souvent soi-même et pas nécessairement... oui, il va toujours en avoir autour qui vont moins comprendre, mais de toute façon, les gens habituellement savent vers qui se tourner ou savent vers qui ont des personnes envers qui ils ont plus confiance et vont habituellement s'adresser à ces personnes-là. Donc, être soi-même acteur de changement, je dirais. OK, ça c'est. Puis est-ce qu'il y a. J'imagine que ça, c'est un des obstacles d'avoir cette espèce de, on va dire, leadership-là, de dire, regarde, je sais que je vais pas bien, c'est auto-observation, je sais que je vais pas bien. Puis là, je prends le taureau par les cornes, puis j'agis là-dessus. J'imagine qu'il peut y avoir un obstacle là, encore une fois, des gens de passer à l'acte. Fait que là, on a parlé des sentinelles tantôt, comment les gens peuvent aider, mais j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent des fois vouloir attendre de se faire interpeller pour aider. Fait comment est-ce qu'on peut casser cette affaire de dire, OK, je plonge en piscine, je vais de l'avant, je passe par-dessus ma culpabilité, la peur d'être jugé, tout ça. Y a-tu. J'essaie de voir des fois comment on peut casser ça. Là. Parce que tantôt, tu disais c'est ce qui est encore étudié, mais j'essaie de Ben, voir c'est quoi peut-être de un le petit conseil casser, qu'on ben, pourrait donner. on le casse là, en parlant davantage, en ayant un mouvement plus organisationnel qui met à l'avant-plan ou qui priorise aussi la santé mentale de ses employés. En se permettant d'aller chercher directement, c'est sûr que le PSP-Net est moins menaçant et c'est ce qui est souvent mis à l'avant-plan de la part des gens. Ils apprécient le fait qu'on connaisse la réalité des policiers, que ce soit spécialisé à leur réalité et qui puissent s'appuyer sur des professionnels en qui ils ont confiance. Donc, les gens vont être portés à aller chercher ce service-là qui va être significatif pour eux. Et lorsqu'ils le terminent et que ça a amené une aide significative, souvent ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs du service, vont le proposer à des collègues, vont les encourager à y avoir accès. J'ai même entendu parler de quelqu'un qui s'est manifesté sur une page Facebook là, qui était dédiée à des membres d'un secteur qui disent, ben, il y a le PSP-Net, moi, ça me fait du bien, j'encourage les gens qui en ont besoin à l'utiliser. Donc, ça aussi, en tant que collègue, à ce moment-là, on sous-estime l'apport qu'on peut avoir. C'est simple, ça n'a pas demandé beaucoup de son temps, ça n'a pas demandé des connaissances comme psychologue, mais de le rappeler, de le mentionner, ça peut avoir fait écho chez quelqu'un qui en avait vraiment besoin à ce moment-là, puis qui avait oublié qu'il pouvait avoir accès à ce service-là. Là, j'ai bifurqué un peu de ta question originale, ça Non, mais non, c'est bien correct, mais c'est parce que ça me permet de pivoter justement un petit peu plus sur. Je sens qu'on a quand même fait un bon tour de la question du suicide, autant du collègue qui va bien que ses antennes doivent être affinées à la personne qui commence à glisser et qui a glissé. C'est quoi toutes les étapes qu'on peut faire pour essayer de mettre un break là-dessus. Puis même si on est rendu à un point qui est très critique, on a quand même encore donné des pistes de solutions. On a un tour, je pense, qui est quand même assez intéressant au niveau des outils qu'on peut donner. Pour les gens, autant les collègues qui sont autour de quelqu'un qui va pas bien qu'une personne qui va pas bien nécessairement. Et là, ça m'amènera à pivoter un petit peu plus vers PSP-Net, justement. Là, tu disais, ça fait 15 ans de pratique, 3 ans bientôt que PSP-Net est en opération.
c'est quoi le succès que tu es le plus fier de PSPNet? De vos Ben, 3 ans d'opération, qu'est-ce qui te rend le plus fier de vos ben, opérations? la première chose qui me vient en tête, c'est enfin un service dédié aux personnels de la sécurité publique. Quand on m'a approché, là, c'est ce qui m'a interpellée avant tout. Et en deuxième lieu, venait le fait, bon, on peut l'offrir au même titre en français, parallèlement qu'on l'offre en anglais. Donc, c'était le deuxième aspect, mais c'est vraiment enfin un service spécialisé. C'est ce qui me rend le plus fier du PSPNet. Un service qui tient compte de la réalité des policiers, du personnel de sécurité publique de d'autres secteurs aussi, qui est offert gratuitement, qui est accompagné par un professionnel, un professionnel membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de son ordre professionnel ailleurs au Canada, qui est là, je donne les critères, mais c'est un service qui est confidentiel, qui ne demande pas de référencement, donc l'accès est facile. Mais ma principale fierté, c'est vraiment, enfin, on peut offrir un service en lequel on a confiance pour supporter les membres du personnel de la sécurité publique. Tu sais, je dis 3 ans pour le PSPNet, mais j'ai été 15 ans psychologue en pratique privée et je l'ai dit régulièrement, mais quand les gens arrivaient dans mon bureau au tout début, et qui arrivaient de soit des forces armées canadiennes ou en tant que policiers, etc. On avait peu de connaissances, peu d'outils pour les accompagner, puis on se sentait pratiquement autant démunis qu'eux. Donc, c'était vraiment à tâtons, on essayait des choses en espérant que ça soit bénéfique. Mais là, on peut vraiment s'appuyer sur un service qui, au même moment, offre des services cliniques et est disponible pour la clientèle. Au même moment qu'on offre les services, on l'étudie, ce qui nous permet de voir qu'est-ce qui est bénéfique, les changements qu'on devrait y apporter et d'arriver avec des données probantes sur lesquelles on peut se fier. Parce que ça, est-ce que la niche sécurité publique, l'intersection plutôt sécurité publique et santé mentale, c'est quelque chose qui avait été bien documenté ou vous êtes un peu pionnier là-dedans? Parce que on s'entend que c'est ça, c'est très niche. Puis c'est un secteur qui est très chaud. On s'entend, moi qui travaille de façon cléricale, j'ai pas du tout les mêmes, la même réalité puis le même univers que des gens qui ont des réponses de première ligne à faire. Oui, ben, je pense que c'est venu vraiment autant de clientèle, des gens, des secteurs qui ont dit là, on a besoin de services spécialisés, ça n'a pas d'allure, on va chercher des services, les gens connaissent pas la réalité de notre travail, etc. Mais aussi de professionnels, de cliniciens qui, eux, voyaient l'importance de développer des services spécialisés. On a des services spécialisés en psychologie pour différents aspects, troubles de personnalité limite à un moment donné, on a pu voir qu'est-ce qui était bénéfique pour cette clientèle-là. Différents secteurs, mais pour développer des services spécialisés, c'est certain qu'il y a un budget qui doit venir avec ça parce que c'est quelque chose qui se crée pas sur le coin d'une table, là, qui doit être développé et pensé. Et donc, j'ai l'impression que cette reconnaissance-là ou cette importance-là, reconnaissance de l'importance de développer des services spécialisés est venue de la demande des gens des différents secteurs et de la demande aussi des professionnels qui avaient besoin de savoir que ce qu'ils offraient comme service était bénéfique et qui pouvaient s'appuyer sur des façons de faire qui étaient reconnues et qui se basaient sur des données probantes. Donc, c'était une réalité. Tu sais, on dit ça fait 3 ans, mais c'est une réalité qui est là depuis longtemps. Ce besoin-là, je veux dire, là, d'avoir des ressources spécialisées pour tenir compte d'une réalité qui est hors du commun et quand on a une réalité qui est hors du commun, qui est différente de la population générale, euh, ben c'est pas difficile d'imaginer que les services doivent tenir compte de cette réalité-là et supporter les gens qui puissent maintenir un équilibre de santé psychologique. C'était beaucoup ma préoccupation, ça, on s'entend, là, j'imagine qu'il y a plein de professionnels qui sont pleins de bonne volonté, mais des fois, tu as des cas que on parlait tantôt de est-ce que tu es prêt à recevoir un collègue qui va te parler de quelque chose? Est-ce que l'aide qui est là, est-ce que tu es prêt à recevoir des fois les cas qui peuvent sortir? C'est pour ça que je trouve ça le fun que vous travaillez, c'est ce que vous faites. Puis, une prochaine question que j'aurais par rapport à ça, c'est justement, y a-t-il peut-être une ou deux observations que vous avez
collecté en 3 ans que tu pourrais partager, mettons, un truc que tu as observé qui te soit vraiment surpris ou quelque chose qui est enfin a été confirmé par des données? À brûle pour point, comme ça, je dirais. Ben, l'ouverture. On partait avec l'idée, c'est difficile chez les personnes de la sécurité publique parfois de demander de l'aide ou de reconnaître leur vulnérabilité, mais la première chose qui nous a surpris en tant que psychologue clinicien, c'est que il y a une grande ouverture, une grande générosité, un grand engagement de la clientèle et beaucoup plus que parfois ce qu'on pourrait entendre en général concernant cette population-là. Donc, un grand désir de collaborer et aussi un grand désir que ce soit bénéfique pour leur entourage. Donc, souvent, ils sont très partants de partager l'information avec leurs collègues, leur organisation, les gens autour d'eux, pour s'assurer qu'eux aussi puissent avoir des bons services comme eux en ont reçu et s'assurer qu'eux puissent aller mieux parce que pour eux, ça a été bénéfique. Donc, je dirais que c'est ce qui m'a c'est pas des données là, en chiffres, mais c'est plus une donnée clinique là, qualitative là, qui, qui me vient là, en ce moment. Là, OK. Fait qu'une tendance le fun qu'on observe, dans le fond, c'est un peu moins tabou qu'on l'aurait pensé oui, dès le départ. OK. ouais. Tant mieux. Plus d'ouverture, moins je pense que les gens sont de plus en plus prêts, mais on me le disait aussi au départ, là, j'avais les différents secteurs pour connaître là, est-ce que ça serait bénéfique d'avoir un service comme le PSPNet, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on devrait impliquer, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme contenu dans nos démarches. Et souvent, les gens nous le nommaient, ça disaient, ben, je vois que chez la culture tend à changer, les plus jeunes policiers ou les jeunes pompiers qui arrivent ont déjà une ouverture ou une reconnaissance de l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Et ben moi, je le dirais, de toute génération confondue, les gens qui arrivent au PSPNet, le nomment, se sentent en confiance de le faire. Donc, on se rend compte que c'était moins tabou que ce qu'on aurait pensé et que les gens s'engagent rapidement et plus facilement que ce qu'on aurait, ce que peut laisser croire la croyance populaire. Ben, déjà ça, je pense que c'est un très bon succès à souligner et à célébrer. C'est parce qu'on dirait, l'image qu'on a de l'extérieur tout le temps, c'est toujours personne ne va en parler, tout le monde est fier, personne ne veut faire ça. Fait que je suis content de voir que, au moins, à la limite, que ce soit anecdotique, mais que vous ayez un bon achalandage, puis que les gens soient ambassadeurs, puis qui en parlent, puis que ça a l'air, la garde a l'air un petit peu moins élevée par rapport à ça. Fait que les gens, ils s'autorisent à aller mieux, dans le fond. On a des ressources, puis tout ça. Fait que c'est bien que les gens en tirent profit. Oui. Puis c'est certain qu'un collègue qui le recommande a beaucoup plus d'impact ou d'influence puisqu'il est passé par le parcours, a vécu le processus. Donc, ça a souvent un grand écho, une grande influence chez son entourage. Ça, justement, ces référents-là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait les inviter à faire un petit peu plus de toute votre clientèle qui a pas. Parce que là, on peut revenir à bon, on dit que c'est un service qui est confidentiel. Fait que j'ai fait un cheminement, je vais mieux. Fait que là, est-ce que je vais garder ça confidentiel parce que j'ai mon ego qui embarque ou les gens en parlent? Puis s'ils en parlent, comment est-ce qu'ils pourraient mieux le faire pour justement que la roue continue de tourner? Je suis toujours un peu embêtée avec cette question-là parce qu'en fait, je respecte le besoin de confidentialité de chacun. Donc, pour quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai pas le goût d'en parler, j'ai pas le goût que ça se sache, je trouve que c'est important que cette personne-là se respecte et on n'a pas à forcer les gens d'en parler. Par contre, ceux qui ont le goût, qui un peu comme je disais, parfois vont le faire sur les médias ou lors de d'autres occasions, vont dire moi je l'ai utilisé, ça m'a aidé, et qui sont à l'aise de le faire, ben
on les encourage à continuer. C'est certain que ça peut aider d'autres personnes. Et sinon, ben, les instances, c'est un peu ma mission quand je parle des services, quand j'offre une disponibilité pour faire des entrevues ou des présentations ou de rencontrer les organisations, au même titre que les organisations, lorsqu'ils en parlent à leurs employés, laissent une place à ce qu'on présente le service. C'est une autre façon d'en parler. Donc, il n'y a pas une meilleure façon de le faire, mais si on est à l'aise d'en parler, de le nommer, ben c'est certain que j'encourage à le faire, mais celui qui est pas à l'aise n'a pas à se mettre cette pression-là. Et déjà, d'avoir été chercher des services a fait le meilleur choix qu'il avait à faire pour lui. Ah non, c'est évident, c'est super bon. C'est parce que je repense encore à votre vidéo de promotion. Puis moi, je pense que je vais le mettre dans les notes aussi parce qu'il vaut la peine d'être vu. Le témoignage de la dame dans cette vidéo-là, il est assez poignant. Puis Josée, je pense, c'est ça. Puis je pense encore une fois, on dit souvent pour promouvoir un produit ou un service, c'est toujours un client satisfait qui va mieux le faire. Mais je pense que cette dame-là, c'est le meilleur exemple qu'on pourrait avoir de quelqu'un que ça a vraiment glissé. Et t'as cherché de l'aide, c'est reprise en main, puis que ça donne toute la valeur là, de tirer profit des ressources qu'on a. Ça, je pense que je l'ajoute aussi, mais c'est pour ça que j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit peu plus d'ambassadeurs, parce que j'y vois la valeur, mais je vois l'espèce de dichotomie de je veux quand même garder ça confidentiel. Fait que là, c'est comme les gens sont oui. déchirés un petit peu. C'est ça que je trouve qui est Oui, puis dommage, on va au même dire. titre Mais pour le vidéo, c'était des gens qui étaient volontaires de partager leur expérience. Donc, c'est personne qui a été convaincue de le faire ou forcée de le faire. Donc, c'est vraiment, il faut que ça demeure volontaire et un choix personnel là, de le faire. bon, fait que je pense, je sais pas si vrai, j'essaie de penser à peut-être une ou deux. Je pense qu'on a quand même abordé un bon tour de la question. Puis on vous joint comment sur Internet? Au www.pspnet.ca. Puis, il y a un onglet à gauche là, pour sélectionner là, la version francophone, français. Parfait. On va mettre tous ces accès-là aussi dans la description de toutes nos plateformes pour faciliter l'accès à tous ceux et celles qui se sont sensés interpellés par cette discussion-là puis qui aimeraient peut-être poser un premier pas positif là, pour prendre soin d'eux. Fait que, ben, Dr. Fournier, un grand merci encore une fois. C'est vraiment apprécié. J'ai appris énormément de choses. Je pense que ça va être ultra bénéfique pour toute la communauté de sécurité publique. Je pense que ça va au-delà là, de nos policiers des Premières Nations. Là. Je pense que c'est un sujet j'ai pas vraiment trouvé de trace en français qui a autant plongé en profondeur là-dedans. Fait que je suis vraiment fier du tour qu'on a fait. Je pense que ça a amené beaucoup de valeur aux gens. Fait qu'un grand merci encore une fois d'avoir été présente et de nous avoir tout partagé ça. C'est très, très, très apprécié, très important. Bien, merci pour l'invitation. Puis aussi, on a une page, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais on est sur les Ouais. réseaux sociaux, les médias sociaux, réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Je le nomme parce que souvent, quand les gens aiment la page, aussi, ça permet aux membres des différents secteurs d'avoir connaissance de l'existence du service. Donc, c'est une façon une autre façon en tant que collègue qu'on peut faire qui est pas très exigeante, demandante, mais qui a une répercussion plus large qu'on peut penser. Ouais, partager du contenu, des fois, ça peut, quelqu'un, ça peut allumer une lumière dans le confort de son foyer là, pendant que on, Oui. on se promène sur Internet. Ça. Parfait. Bon, ben, un grand merci encore une fois, c'est vraiment apprécié. Puis, ben, tout le monde, on se retrouve une prochaine fois.